Bon, je pense que les problèmes techniques, ils sont en train de se résoudre. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire, seulement de remercier Caroline Bernard pour cette journée d'études de l'image à la mesure, de la mesure à la règle, qui est inscrite dans le laboratoire de perspective de l'image de CRE, de l'ANSPE. C'est important pour nous parce que c'est un moment de travail et de restitution de travail de recherche aussi de ce laboratoire qui est très ancré dans l'ADN de l'école, comme vous le savez. Et je suis ravie de ce sujet qui a choisi Caroline et vous et toute l'équipe de chercheurs, parce que ça fait partie aussi des éléments qui sont chers à moi, cette idée de que l'image, elle est coupable et elle n'est pas coupable en même temps. Et que cette mesure, elle est aussi dans l'essence, dans l'ADN de toutes les images, de toutes les photographies, de Vertillon, avec la criminologie, à Maybridge, avec l'essence de la mesure des mouvements, de Esther Ferrer, avec la géométrie, l'arithmétique, à Luis Kamitzer. Vous savez, il y a plein d'artistes qui ont travaillé avec cette idée de mesure, et on pourrait aussi aller plus loin et dire que toutes les images, soit documentaires, soit conceptuelles, soit scientifiques, sociologiques, etc., elles ont aussi la volonté d'une certaine mesure et d'une certaine règle. Et analyser cette mesure et ces règles, je pense que c'est aujourd'hui un des enjeux plus importants de l'image. Alors, je vous laisse avec Caroline qui va faire l'intro. Et je vous prie aussi d'être tous les temps, même si c'est horrible, masqués avec le masque qui couvre la bouche et le nez. C'est très important pour pouvoir continuer notre pédagogie à l'école, pour que l'école reste ouverte. Vous savez que là, maintenant, le truc circule beaucoup. Je vous prie aussi de ventiler avec la fenêtre ouverte chaque heure, comme suggère et demande le ministère. Et sinon, je vous laisse avec Caroline. Merci Caroline aussi pour ces projets qui nous donnent aussi envie de continuer avec nos projets de recherche. Merci. Alors bonjour, donc c'est une journée d'études non publique, dans le sens où vraiment l'idée c'est de passer du temps ensemble, donc il y a des interventions effectivement, mais elle ne marchera que sur l'énergie de la prise de parole que vous faites et vous ferez. Je pense par exemple notamment aux premières années qui ont ensuite avec moi un temps de travail autour d'un podcast. La journée va être enregistrée, donc pensez à l'écouter comme un matériel potentiel. Ça, c'est possible aussi pour les gens qui sont avec moi en séminaire. Alors, on a été, voilà, on s'est fait prendre 2 invités sur 5 par le Covid. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la chose circule. Ce matin, je vais faire une introduction rapide. Il y a des choses que vous aurez déjà vues, mais ça dépend comment vous avez traversé les choses avec moi. Donc, je me permets, je suis désolée d'être un peu dans la répétition parce que je suis aussi dans une proposition pour nos invités de comprendre où est la recherche ici et puis de comment elle s'organise. Donc, je parle un tout de projets de recherche qui ont eu lieu ici un petit peu et voilà, d'une ou deux thématiques aussi plus personnelles en tant que praticienne théoricienne qui me touchent en ce moment. On aura ensuite un podcast de Fanny Ternaud, qui, vous le savez, est doctorante avec moi à l'ENSP, avec une bourse, un contrat doctoral à l'AMU, ainsi qu'une bourse de recherche donc au Japon, et qui nous a fait un podcast pour éviter les problèmes qu'on a là avec Maria Finders. Et donc voilà. Donc moi, je vais essayer de faire le temps qui me permet de mettre un peu à jour nos invités et puis de lancer un peu thématiquement la journée. Voilà, je vous propose d'être le plus actif possible dans une prise de notes active, une prise de parole aussi la plus active possible. Et voilà. Et on y va un peu ensemble en se disant que l'auditorium fait pas la journée, dans le sens où c'est super d'être dans cet espace, mais il est aussi très académique, et que l'idée, c'est quand même d'être dans un échange aujourd'hui.
a fait une répétition hier, évidemment. Est-ce qu'elle a le son maintenant? Parce que là, ça devrait marcher. Comme ça, j'ai pas de montre. Je vais essayer de pas faire trop longtemps. Ok. Alors, c'est ici que ça se passe. Ok. Donc, je vais commencer cette introduction. Il y a eu une inversion de programme parce que au dernier moment, là, on a dû aussi passer l'intervention d'Ismaël ce matin. Donc, ce matin, il y aura ensuite la projection du film d'Ismaël. Et puis, on prendra un temps pour la discussion. Donc, de l'image à la mesure, de la mesure à la règle, je vous lis un petit peu le pitch. C'est l'histoire des images est intimement liée à celle de la mesure. Si à la Renaissance, l'invention de la perspective en peinture permet de séparer notre monde mesuré du divin incommensurable, les images sont aujourd'hui des outils de déchiffrement de la planète. Qu'elles soient le résultat d'une captation optique ou d'un calcul virtuel, les images contribuent à une modélisation du monde et deviennent parfois le fondement de la décision politique. Ainsi, elles légitiment l'établissement de la règle, en objectivant de façon parfois tendancieuse cette prise de décision politique. Donc, le pitch du jour, c'est effectivement, je vous le dis souvent, mais c'est pas rien d'être dans une école d'art dédiée à un médium qui s'avère être la photographie, et un médium qui a des caractéristiques techniques, mais qui a aussi des caractéristiques sociales et politiques. Et donc, je pense qu'il est vraiment très important pour tous de nous interroger sur cette pratique dans la dimension qu'elle peut avoir de politique. Le mot « règle » donc, vient étymologiquement du terme « regula », la règle, du verbe « rego » qui veut dire « conduire » et « diriger ». En anglais, l'anthropologue Tim Ingold, qu'on a vu en séminaire, nous rappelle que le verbe « ruler » en anglais désigne un souverain qui contrôle et gouverne un territoire. Donc la règle est aussi l'outil qui permet de tracer des lignes droites, et dans ce double sens, elle sert à la fois à mesurer et à prendre des mesures. Aussi, la règle permet de contrôler les distances, les temporalités, les poids ou les comportements, ou dans le même temps qu'elle les mesure. C'est par la mesure que finalement s'établit la règle. Au Moyen-Âge, dans les monastères, les régulas étaient des règles monastiques, qui, par exemple, une prière répétée un certain nombre de fois précis par un moine à un rythme relativement calibré. On savait que ça durait 1 heure et que ça permettait, donc, une fois que ce nombre de prières précis était terminé, de donner l'heure. Et à partir de là, le moine donnait l'heure à l'ensemble du monastère et du village en sonnant la cloche. Donc, c'est intéressant de se dire d'ailleurs que les mesures n'ont pas toujours été des mesures externalisées, mais qu'elles étaient intériorisées, c'est-à-dire que c'était un être humain qui l'a porté et qui portait un certain rythme à partager avec les autres. Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent en séminaire, c'est qu'on mesure tout, on peut le constater en permanence. Et l'avènement des téléphones portables, des smartphones, en fait, a une tendance assez sévère à décomplexifier le vivant sous la forme d'applications. Enfin, j'ai eu un choc le jour où j'ai eu un de mes amis où j'ai vu qu'il enregistrait ses ronflements pour comprendre la périodicité de son sommeil. Et là, je me suis dit, OK. Et le dernier choc que j'ai eu là-dessus, c'est dans la même bande d'amis, c'est des ingénieurs. Hein, donc, il y a une relation image-ingénieur qu'il faudra interroger un jour, qui ont donc cette dernière application pour noter les siestes de leur bébé, ainsi que les portions de nourriture absorbées, voire dans certains extrêmes, le poids des couches. Donc on en est à vraiment cette segmentation du vivant par tâche et à régulièrement ainsi
tenter de trouver une application qui résoudrait un problème qui serait donné. Donc, pour mesurer, il faut aussi évidemment choisir des échelles de mesure. Ça, c'est une des grandes questions qui traversent le travail de laboratoire. Et il faut également savoir ce qu'à l'intérieur on mesure, ce qu'on découvre. On entend quelqu'un qui tousse, c'est ça? Donc, tu arrives à... Ok, c'est bien. C'est bien. Non, ça veut dire qu'il y a du son. Ok. Bon, nickel. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé aussi de la notion de variable et d'invariable, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient varier dans la mesure, qu'est-ce que la mesure, entre guillemets, et qu'est-ce qui vient varier dans cette mesure et de la façon dont on découpe la continuité, la complexité du vivant pour le rendre modélisable sous la forme de variables. Donc, Martha l'a rappelé, nous sommes ici dans le cadre du laboratoire prospectif de l'image. Prospectif de l'image, c'est un peu l'équivalent d'une forme de futurologie, d'une inquiétude pour le présent et le futur proche de l'image et de savoir dans quel endroit, nous, en tant que praticiens et théoriciens de l'image, on doit se projeter ou savoir vers quoi on aspire et on tend, ou ce qu'on doit craindre aussi, parce que ce n'est pas que des aspirations positives nécessairement. Donc on a eu un très long programme de recherche qui s'est appelé les images opératoires, dont j'en ai touché un mot à certains d'entre vous de façon assez inégale. Et les images opératoires, Colette Tron, qui est là, que je présenterai tout à l'heure, cet après-midi reviendra dessus avec Haroun Farouki. Ce sont les images qui, au départ, ne sont pas là pour leur fonction de représentation uniquement, mais pour analyse du réel ou comme outil et interface avec ce réel, qui sont là dans des perspectives, on va dire, plus techniques, et qui sont aussi des endroits où les images sont considérées comme le fruit d'un calcul. Et depuis ce calcul, on opère des modèles de description du monde. Donc il y a une autre thématique, vous savez, chère au laboratoire, c'est la question de modèle, de modélisation. Modélisation du monde, c'est par quel endroit on retient un ensemble de paramètres, de variables, d'éléments, de référents. Je parle souvent d'échantillonnage chez Nelson Gouman, qui fait qu'on établit le modèle simplifié d'un système complexe sur la base de laquelle on puisse plus aisément mesurer ou prendre des décisions. Et aujourd'hui, la chose dont on se rend compte, c'est que l'image sert souvent de modèle. C'est-à-dire qu'on a eu ce grand débat, et ce débat qui demeure sur les fonctions de représentation de la photographie. Ça a été le représenter, donc ce n'est pas la chose, mais c'est la chose qui a été photographiée. Mais la question du modèle, c'est que ça sous-entend une activité dans le présent et parfois une confusion entre la chose et la chose modélisée, la chose qui serait par ailleurs le vivant. Et c'est un des dangers, je pense, actuels du croisement de l'image et de sa relation au calcul et aux algorithmes. Et ce qui se passe... Alors, vous le savez, je suis toujours en train de chercher la voie du milieu. Non pas que je ne suis pas particulièrement bouddhiste, mais on est ici pour prévenir d'un certain nombre de... Enfin, prévenir, en tout cas considérer avec une certaine distance critique ou une approche critique un certain nombre de dangers possibles identifiés. Ça ne fait pas de moi une anti-technologie, c'est juste à quel endroit elle nous amène, à quel endroit, je le dis souvent, je suis assez contente qu'on ait inventé la radiologie ou la médecine, ou des progrès de la médecine, mais à quel endroit de perversion on peut se retrouver, notamment quant à l'image. Et ça, Aaron, je pense que Colette, tu reviendras un peu là-dessus. Moi, j'ai gardé une image de Farouki, mais je pense que tu reviens un peu là-dessus cet après-midi. Comment, quand une image est prise pour ce qu'elle serait de vérité, du simple fait qu'elle est associée à un algorithme, elle devient un endroit d'une description factuelle trop fondée sur la computation, c'est-à-dire sur l'état de 1 et 0 et sur l'état qui mène à la prise de décision politique. Et on se rend compte, je vais donner un certain nombre d'exemples qui m'ont touché ces derniers temps, que la modélisation, pour autant, depuis l'image, est souvent pauvre, ou en tout cas, son interprétation peut rester tendancieuse. Une image que je montre
Donc très souvent, c'est cette fameuse image des camps de concentration que vous retrouvez dans le film, que j'ai encore pas passé aux premières, mais qui s'appelle Images et inscriptions de la guerre d'Haroun Farroukhi, qui est un film de 89, qui fait une histoire de la Grande Guerre à travers la question du développement industriel et à travers à la fois l'apogée et le déclin, par exemple, de l'industrialisation dans le domaine de la métallurgie. Et donc, le 4 avril 1944, des pilotes de l'armée américaine décollent de Fagio en Italie pour un vol de reconnaissance en Silésie à la recherche des usines d'essence et de caoutchouc. Ils passent donc au-dessus du camp d'Auschwitz qu'ils photographient à 7000 mètres d'altitude. Pour autant, les Alliés à ce moment-là, ne cherchant pas les camps de concentration, les images restent muettes jusqu'à 1977, où des agents de la CIA, qui retrouvent ces clichés, finissent par poser des mots sur ce qui était resté muet à l'époque. Donc il a fallu plus de 30 ans avant que ces images nous parlent. Ouais. Ah, pardon, Images et inscriptions de la guerre. C'est un film de 1989 qui est à la charnière. Images du monde et inscriptions de la guerre, pardon, merci. Ah, mais avec cette pandémie, peut-être que même les deuxièmes années ne l'ont pas vu, c'est possible. Parce que normalement, autant je n'enseigne jamais la même chose, autant ce film, il passe une fois, parce que c'est un de ces moments charnières, en tout cas dans ma vie. Je sais pas, tu en parleras cet après-midi, Colette, un petit peu, mais dans ma vie intellectuelle, où il y a un avant-après, puisque en 89, Farroukhi avait exactement compris à l'endroit où iraient les images, à savoir ces images de surveillance, les images de reconnaissance faciale, etc. Et il avait exactement compris où iraient les images en 1989. Donc, pour le coup, il était vraiment dans quelque chose de l'ordre de la prospective. Ce qui est intéressant là, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 ans presque maintenant, donc on fait un saut entre 1944 et les avions d'Auschwitz. Il y a cette histoire que je vous raconte souvent autour des drones. Le philosophe, mais qui a fait encore un saut, puisque le texte date de 2013, donc le philosophe Grégoire Chamaillou publie dans Théorie du drone, à ce moment-là, que 70% des attaques de drones menées aux États-Unis sont des frappes de signature déclenchées à la suite d'observations aériennes et de recoupements algorithmiques. Si une fois compilées, les données tirées de ces observations présentent une déviance, alors une attaque est ordonnée par les militaires contre l'individu ou le groupe. La déviance dans le comportement des individus est déterminée par l'analyse algorithmique des motifs du vivant. Alors, Chamaillou va poser aussi, vous le savez, c'est des lectures ou c'est des moments qui jalonnent de façon... J'espère que vous avez ce même type de choc esthétique ou théorique ou avec votre travail de recherche, et notamment pour ceux qui vont amorcer le mémoire et tout, parce que c'est des moments qui pointent quelque chose qui devient extrêmement important et qui est devenu, et qui le reste plus de 10 ans, près de 10 ans après, extrêmement important. C'est à savoir, Chamaillou oppose l'approche qualitative de l'approche quantitative. Et la relation à l'image aujourd'hui, elle est biaisée quand elle n'est plus considérée comme sa qualité d'image de représentation, mais quand elle est considérée comme une quantité de données. Et aujourd'hui, le problème avec un certain nombre de décisions politiques, c'est qu'elles sont fondées sur une approche quantitative, c'est-à-dire de quantité de données, et pas qualitative de la qualité des choses. Et ce que dit Chamaillou par rapport à ces attaques de drones, c'est donc que vous aurez beau collecter des données entre des images et des croisements algorithmiques qui font que quelqu'un a l'air d'avoir un comportement suspect, vous ne pouvez pas transformer la quantité des données en qualité des choses pour elles-mêmes. Il y a toujours cet écart. Et cet écart, il est entre le modèle que vous avez créé, l'outil numérique computationnel que vous créez, et la simple complexité du vivant. Et aujourd'hui, cet écart, le politique cherche sans arrêt à le combler par des biais cognitifs, pour être simple. Et donc Chamaillou, il y a 10 ans, il dit, voilà, la suite de tout ça, ce sont les attaques de drones pilotées par machine, c'est-à-dire sans aucun processus décisionnel humain, qui viendrait intercéder en disant, non, mais attendez les gars, là, vous délirez, c'est juste un groupe de gens qui fait de la gym. Et un rapport de l'ONU datant de 2021 déclare avec prudence avoir constaté l'implication récente de ce type d'appareil, notamment dans des actions en Libye.
C'est-à-dire qu'en 2013, quand Chamaillou écrit, il dit bien qu'il y a la kill list, c'est-à-dire que tous les mardis, il y a normalement le président des États-Unis à ce moment-là qui signe un certain nombre de frappes de signature, ce qu'on appelle une frappe de signature, mais qu'aujourd'hui, les lobbies ont fait en sorte que, justement, on puisse adhérer à une forme de croyance en l'algorithme qui est telle, qui ne pourrait pas se planter, alors qu'on sait qu'il se plante, enfin, peu importe. Et donc, on commence à avoir des frappes aériennes automatisées, donc avec plus aucune forme de... Alors, un rapport de l'ONU, je souligne, déclare avec prudence, parce que pour le moment, l'existence de ces armes est supposée, mais pas officiellement déclarée. Pardon. Ici, l'approche quantitative, donc la collecte et le recoupement d'un grand nombre de données, est mise au centre du processus décisionnel, et non le moindre, puisqu'elle déclenche une mission létale, et avec un nombre important d'erreurs avérées. De toute façon, voilà. Donc là, je reviens un peu sur la vie du laboratoire. Alors, vous le savez... Attendez, je vais juste... Donc, vous le savez, le laboratoire, en moyenne, un projet par an. Il y a eu des années même où il y en avait 2. Un des premiers projets, alors il faut toujours... donc, ce sont des projets qui ont un regard sur le contemporain, sur la technologie. Donc, même s'ils ont 5 ans, ce sont des projets qui ont 5 ans. C'est-à-dire que dans le sens, même à titre personnel, une partie de mon travail, c'est toujours important de savoir qu'ils ont été faits dans telle année parce que les technologies bougent et ce qui était un questionnement de ce moment-là, les plus 5 ans après, où on a passé une autre étape. À ce moment-là, on a, dans le cadre du projet Ubiquité avec Jean-Louis Boissier, forme de l'ubiquité, on avait développé un logiciel de reconnaissance du dessin à l'image, c'est-à-dire que c'était un logiciel qui allait dans un téléphone portable, un iPhone en l'occurrence, et qui ne déclenchait la prise de photo que s'il reconnaissait le dessin qui était fourni en amont. Donc, je vais vous remontrer un des scénarios sur lesquels j'ai travaillé, mais Fanny Ternot était à cette époque comme vous en master, et elle a travaillé sur les formes archétypales. Alors ça paraît simple comme ça, mais en gros, elle a travaillé sur le fait de repérer 3 formes précises inspirées par la peinture du moine zen Zangai Jibon du XVIIIe siècle. Le triangle, le carré et le cercle. À travers cette recherche de formes premières, on appréhende la genèse du visible pour la restituer sous la forme d'un atlas. Donc en gros, si vous aviez un carré, un triangle ou un cercle, vous étiez autorisé à déclencher la prise de vue. Elle doublait, pour elle, elle scannait le réel et elle doublait cette prise de vue par une sorte de par une prise aussi de Polaroid. Ce qui était intéressant donc l'idée, c'est d'avoir un logiciel que chacun pouvait s'approprier. Donc il y a eu plusieurs scénarios, notamment celui de Jean-Louis Boissier, de travailler avec les reconnaissances de calligraphie, de signes calligraphiques dans le paysage. Et là, simplement, je reviens sur le travail de Fanny parce qu'elle travaille sur la forme archétypale du cercle, du carré, du triangle, et ça renvoie à cette notion de modèle. Qu'est-ce qui modélise le monde? Et donc, dans le zen, ça peut être simplement de reconnaître des formes primaires et ensuite de déclencher la prise de vue. Moi, pour certains, vous le savez, je l'ai montré à certains d'entre vous, ce dispositif. J'ai travaillé à un autre scénario à ce moment-là. On est au début de la crise des migrants. Et moi, j'ai travaillé donc, sur le fait de balancer... donc, c'est un travail collectif avec les étudiants, l'intervenant invité et tout, de balancer des périmètres de villes en guerre qui déclenchaient les migrations qu'on connaît aujourd'hui, comme Kaboul ou Islamabad ou Mossoul ou Palmyre.
ou Sahana au Yémen, et de faire en sorte d'aller les reconnaître dans l'écume des vagues en marchant sur la plage, en fait. Bon, à ce moment-là, moi, ça me travaille dans cette relation. Vous savez, mon grand thème, c'est la continuité, enfin, le thème de ma thèse, ma grande question intérieure et personnelle, on va dire. Et donc, à ce moment-là, ça me travaille que cette plage dans laquelle j'ai un rapport touristique ou mieux de footing, soit celle qui, dans la continuité de cette matière eau, voit dériver autant de personnes. Enfin, maintenant, on connaît bien le thème. Et donc, j'ai déambulé comme ça, de façon assez symbolique, parce qu'il n'y a rien de plus imprécis que la mesure d'un plan d'une ville en guerre, puisque c'est la première chose qui saute, c'est la constance de ce plan. Et ce qui m'a intéressée dans ce dispositif-là, c'est le simple le filtre, le bouton qui me rendait tolérante ou intolérante à la forme. C'est-à-dire qu'en gros, dans le bouton, vous pouviez dire qu'un cercle était encore une ellipse, ou même une ellipse très écrasée. Et dans ce cas-là, il serait très ouvert à reconnaître cette forme. Ou vous pouviez être, au contraire, complètement psychorigide, et le cercle devait être cercle. Et dans ce cas-là, l'appareil photo ne se déclenchait pas, ne reconnaissait jamais la forme. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec les jeux un peu computationnels politiques aujourd'hui. Ça dépend toujours, votre curseur, de visibilité des choses qui rend lisible une réalité à laquelle vous voulez vous soustraire, ou au contraire, vous voulez vous impliquer. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une vraie métaphore dans le champ politique. Un des deuxièmes dispositifs qu'on a fait ici, c'est Overscopia. Donc c'était dans la ligne droite de la pensée de Chamaillou. On a produit une fourmilière avec un drone au-dessus, enfin une caméra motorisée sur rail. Et puis, on a commencé à juste l'observer et à essayer de dresser des sortes de lignes prédictives, de comportement de cette fourmilière, de qu'est-ce qu'on pouvait en déduire vu du dessus. Voilà, c'était un des premiers dispositifs qu'on avait réalisé il y a 5 ans maintenant à l'école. Donc, ça ressemblait à ça. Et ce que je raconte souvent, désolé pour ceux qui connaissent déjà cette anecdote, c'est que donc on était là à se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire d'observer depuis le ciel. Donc on est en 2016 avec justement cette question permanente des attaques de drones au Moyen-Orient, la question qui est posée par Chamaillou, et qu'est-ce que ça veut dire finalement une vue du ciel couplée à un algorithme. Et puis, vous savez, quand nous sommes dans un des fleurons de la France, et donc nous avons régulièrement droit à des visites ministérielles ou présidentielles. Et il s'est avéré que donc pour l'ouverture des rencontres cette année, le lancement du chantier, François Hollande nous a fait une visite. Et donc voilà, il est venu avec plein de monde. Et donc oui, j'étais là avec Prune et Mathilde, qui étaient donc les deux étudiantes impliquées dans le projet. Ce qui s'est passé, c'est que désolée pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais donc de la galerie dans l'ancienne école à la salle, on était dans la tisanerie. La CGT a coupé l'électricité pendant 1 seconde. Donc il y a eu un mouvement de panique parce que nous, tout marche avec l'électricité. On a tout rallumé, voilà, on s'est reposé, puis on a commencé à... Moi, j'étais un peu dans ma barbe à expliquer quel était le projet, et notamment, je parle des perspectives de recherche en école d'art et du fait de cette recherche autour de cette fourmilière à modéliser le futur. Et donc là, François Hollande éclate de rire en disant « Oui, c'est dur de modéliser le futur ». Et 10 jours après, on a donc ce terroriste, c'est comme ça qu'on nomme ces gens, qui balance sa voiture sur la promenade des Anglais à Nice et qui fait 80 morts. Et à partir de ce moment-là, les caméras de surveillance qui l'avaient enregistré 2 ou 3 fois sur l'année en repérage ont servi de prétexte à dire que les pouvoirs publics n'avaient pas fait leur travail et auraient pu anticiper à la Minority Report, le film de Spielberg, l'attentat, puisque la personne était allée 3 fois sur la promenade des Anglais. Et donc, l'image devenait la preuve, l'image du passé de ces repérages devenait la preuve de l'action future telle qu'elle était potentiellement totalement déterminée, comme si rien d'autre n'aurait pu empêcher cette action.
Donc pour moi, le travail du laboratoire, je le dis souvent, se cristallise à ce moment-là. On est au début du laboratoire prospectif de l'image, mais se cristallise vraiment dans cette visite présidentielle. Et nous, dans cette inquiétude vis-à-vis de cette modélisation du vivant, et puis finalement, dans cet acte terroriste qui s'est passé peu de temps après. Voilà, nous avons tous lu, normalement, j'ai fait en sorte, y compris les intervenants aujourd'hui, de lire Nuages de Beyer, donc ce court texte qui concerne l'étude des nuages, donc celui qui se consacre à l'étude des nuages. Et donc, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est l'impossibilité de déclarer une science exacte des nuages. Et l'auteur, qui fait ça avec un peu de dérision, certes, dit bien la difficulté, elle est autant pour les photographes que les scientifiques, que les météorologues, que les peintres, que d'essayer de comprendre ce qu'est la véritable nature des nuages, car ils sont variables, diffus, jamais identiques. Les nuages se dérobent selon lui à la mise en science, à la mise en données, leur interprétation étant infiniment inconstante et bavarde. Où commence le nuage? Quand finit-il? Comment désigner un nuage lambda comme unité de base? Quand je vous dis donc que la question de la mesure pose la question de l'unité, on va dire un double décimètre est découpé en centimètres puis en millimètres. Si on commence à vouloir mesurer les nuages, il faut pouvoir déclarer cette fameuse unité de base depuis laquelle on aura des variables, un certain nombre de nuages, ou un certain type de nuages, ou d'une certaine taille. Et donc, évidemment qu'on arrive à étudier les nuages, c'est une façon un peu métaphorique pour l'auteur de dire gare à la mise en science ou gare à la question de l'exactitude. Actuellement, je l'ai amené ici pour ceux que ça intéresse. En séminaire, on étudie le livre que Véronique m'avait recommandé il y a quelques années, qui s'appelle Objectivité d'Aston et Gallison, qui parle donc de la naissance de la notion d'objectivité en sciences depuis à peu près le XVIIe siècle, et qui dit que cette notion d'objectivité en sciences ne va pas de soi, et si elle est aujourd'hui considérée comme acquise, les faits ayant tous une dimension qui serait objective, elle est le fruit d'énormes à la fois recherches, échecs, écueils, et on se rend compte qu'elle est pas si facile que ça à déclarer. Et que la photographie a pris une part très sérieuse dans cette neutralisation de ce que serait la subjectivité du scientifique, en automatisant la collecte et le prélèvement des données à travers un outil qui n'est plus le corps, le dessin ou l'observation, mais qui est mécanisé. Et donc elle prend une part, la photographie réelle, dans cette notion d'objectivité. Alors, et dans cette notion de preuve parfois. Alors, avec toutes les limites, moi, on va pas, on le sait, nous, parce qu'on est des praticiens de l'image, avec toutes les limites qu'on connaît à la chose. Et donc, aujourd'hui, par exemple, au XVIIIe siècle, où la question des atlas se faisait dans un trio qui était le scientifique. Ensuite, celui qui faisait les illustrations, par exemple, dans un atlas de botanique. Et ensuite, il y a encore le graveur, donc en moins 3 étapes avant de produire un atlas typologique d'espèces de plantes. Et à ce moment-là, il fallait déclarer un outil d'observation, mesurer, calibrer l'œil, ce qu'on a vu la dernière fois en séminaire, pour ne pas que chaque singularité d'une plante qui serait dessinée soit déclarée une espèce différente. Et on est allé jusqu'à déclarer 93 espèces de tulipes, alors qu'il n'en existe une seule. Parce que justement, on avait une tendance à prendre chaque singularité pour une généralité, ou inversement, à penser qu'il y avait des généralités là où il n'y en avait pas. Et ça a toujours été un risque, finalement, de la science. Ça va ? Ok. Donc, on en est toujours à cette histoire d'outils qui oppose une approche qualitative à une approche quantitative, qui fait que la collecte de données se fait par le prisme de choix, qui sont... alors, on s'est dit la dernière fois en séminaire qu'il faut qu'on s'attaque à la fois au deepfake et évidemment à tout ce qui est deep learning aujourd'hui, mais disons que pour le moment, il y a encore un homme dans la machine, à l'origine de l'origine, on va dire. Il y a un débat là, on peut lancer un débat.
Mais donc, il y a toujours, en tout cas, ce différentiel qui opère de façon écrasante aujourd'hui entre cette approche qualitative et cette approche quantitative, et le modèle qui est appliqué pour savoir si, à la fin, il y a 93 espèces de tulipes ou il n'y en a qu'une seule. Ça dépend si vous commencez à regarder le dentelé des pétales ou des feuilles, ou compter le nom. Il n'y a pas d'épines sur les tulipes, mais bon, voilà. Bref. Ici, c'est un cas que vous connaissez bien. C'est des détracteurs de la reconnaissance faciale aux États-Unis qui ont entré dans le logiciel qui est vendu pour $12 par mois à la police américaine, les membres du Congrès américain. Et donc, 28 portraits des membres du Congrès, réalisés dans des conditions photographiques parfaites, ont été confondus avec les 25 000 photographies citoyens entrées dans la base de données à leurs dépens. Et l'erreur implique beaucoup plus d'ailleurs des politiciens de couleur, ceci étant. Donc on le sait aujourd'hui, un des enjeux... en fait, regardez, à chaque crise, ce qui nous est présenté, c'est qu'il y a une solution par le numérique. La crise de la scolarité, tous les 5 ans, on a le fait de filer des tablettes à des enfants dans les écoles primaires. Ça, c'est vraiment un truc, voilà, la crise et de penser que chaque crise peut être résolue par l'outil. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment en vogue, c'est la question de la reconnaissance faciale. Vous avez des compagnies comme Anyvision qui disent qu'en fait, ils analysent 500 millions de fois une image pour pouvoir assurer une reconnaissance faciale qui soit juste. Bon, on est la preuve, cet accident avec le Congrès américain. Le problème de l'approche computationnelle, c'est qu'en tout cas, je ne veux pas être caricaturale parce qu'il y a bien des endroits où elle est plus subtile que ça, mais elle a une fâcheuse tendance à tout transformer en 1 et 0, et c'est-à-dire en... Dis-moi. Je suis sourde, Samuel. En fait, comment marche la reconnaissance faciale, tu dis? Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. Parce que comme j'ai le sentiment de l'avoir raconté, ça c'est le problème, je prends le temps de la raconter, mais je ne l'ai pas racontée à tout le monde. Donc en fait, si tu veux, ils ont pris les membres du Congrès américain, et donc ça a donné 28 personnes qui ont été considérées comme étant des criminels. Ça a fait des match found, en fait. Et donc, il y a 28 personnes du Congrès américain qui ont été reconnues par le logiciel Amazon comme étant des criminels rentrés dans la base de données qui a été remplie aux dépens des citoyens, entre guillemets, parce que voilà, personne n'a demandé d'être dans cette base de données. Oui, bah merci. Alors, désolée, je pensais que j'avais été claire. Merci pour la question. Et donc, voilà, et tous ces logiciels, je veux dire, vous êtes complètement connectés, donc vous savez, vous êtes parfaitement au courant qu'on nous vend on nous vend tous les matins une solution du futur numérique. Donc voilà. Dans Manière de faire des mondes, Nelson Goodman explique que si vous coupez les choses en tranches suffisamment fines, tout devient identique. Toutes les particules se ressemblent. La façon dont elles s'assemblent fait l'eau, l'air, le feu ou la terre ou n'importe quoi. À la qualité se substitue quantité et structure. Donc c'est le fait que, moi ce que je viens considérer là, c'est la relation qu'on entretient entre le photon lumineux de la photographie et sa transformation de fait en donnée qui soit une donnée objective. Vous avez senti tous les guillemets que j'ai mis au bout autour d'objectif. Alors, il n'y a pas que dans la relation à l'image qu'on a ce problème de la découpe, de la complexité du vivant en données. Je vous ai donné 2 exemples, je les redonne là, rapidement. J'ai été à la gare de Lyon il y a 1 an et demi, et tout d'un coup, vous avez tous eu ce fameux appel du bagage oublié, et vous vous dites non, pas ça, parce que vous savez que ça va bloquer la gare et que c'est Vigipirate, etc. Sauf que là, le bagage oublié, c'était le mien. Donc j'ai compris qu'à force de... D'ailleurs, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de prendre le train. Mais donc j'ai sprinté à fond dans la gare. Et puis je suis allée récupérer ma valise. J'ai écrasé un maximum parce que c'est une amende. Voilà. Et on me dit, où est votre étiquette? Où est votre étiquette? Et je dis, ah, mais mon étiquette, elle est dans mon sac. Bon, en fait, les étiquettes, j'en mets pas souvent. Parce que j'oublie, parce que je m'en fous, parce que ça m'agace, parce que... Et sur le coup, j'ai récupéré ma valise et je me suis dit, mais comment on fait ce saut entre le terrorisme et mon étiquette de
de valise en fait. Et comment on opère ce saut-là? Enfin, comment on est passé du Bataclan à mon étiquette de valise en fait? J'arrivais plus à comprendre. Et c'est justement dans cette opération, selon moi, de découpe systématique du monde, de la complexité relationnelle dans laquelle on est, en données, en choses vivantes et en choses qu'on pourrait reconnaître facilement. C'est-à-dire que le terroriste, on n'est pas sûr de savoir exactement qui c'est, et on passe notre temps, quand il y a un acte terroriste, à dire on aurait pu. Enfin, on est toujours des experts du passé. Par contre, mon étiquette de valise qui n'est pas sur ma valise, ça, c'est un symptôme, quoi. C'est un truc qu'on peut clairement identifier. Et le deuxième cas que j'ai eu un peu aberrant cet été, c'est que je suis allée voir la pièce de Jataï, Christiane Jataï, qui est donc une metteuse en scène brésilienne, et qui a remis en scène Dogville, le film de Lars von Trier, pour parler un peu de la condition du Brésil. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, on a pris nos gels hydroalcooliques parce qu'on était dans une jauge où on était considéré comme un danger vigipirate. Donc, mon gel hydroalcoolique, à ce moment-là, est devenu un potentiel explosif. Et c'est là où on se rend compte, c'est là où justement ces ruptures constantes dans la continuité, quand on est dans une gestion de crise un peu computationnelle. Je dis pas que je ferais mieux si je devais gérer des crises. Enfin, bon, bref, je les gérerais peut-être pas. Je sais pas si ça irait mieux, mais c'est de considérer que finalement l'état du terrorisme ou l'état du Covid ne sont pas en interrelation, ne concernent pas les mêmes gens, et donc de créer des variables qui sont en soi-disant incompatibles. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il vaut mieux avoir du gel hydroalcoolique sur soi que finalement de l'enlever, que de penser que c'est potentiellement une bombe. Et ce qui se passe là, c'est vraiment une forme de réduction à cet état de 1 et 0, et cet état de relation à la ligne, par la ligne droite, par la limite administrative, telle que Gilles Clément l'a décrit dans le manifeste du tiers paysage. Je peux avoir l'heure? C'est 10 heures. Ok. Bon. Ok. Juste pour être un peu dans la bonne dynamique. Dis-moi. Jataï, c'est J-A-H-A-T-I. Dogville. Ça s'appelle En chien et loup. C'est une remise en scène de Dogville. C'est assez intéressant, en fait, parce qu'elle finit un peu à parler de la condition politique du Brésil. C'est assez intéressant. Donc là, ça c'est un dessin qu'on a beaucoup étudié en séminaire, hein, qui est la différence. Donc manifeste du tiers paysage, c'est un texte que vous trouvez en PDF sur Internet. Il se lit en 1h30, je pense, max, et qu'il faut absolument intégrer à sa cosmogonie personnelle, qui est donc simplement annoté de dessin la différence entre la limite administrative et la limite biologique, ce qui donne un peu le nom au nouvel axe de recherche, les tiers images aujourd'hui. C'est justement ce texte de Gilles Clément qui dit que finalement, dans la limite, on trace des lignes au stylo à des endroits où, évidemment, le biologique n'a que faire de nos coups de règle et de stylo. Et Gilles Clément explique que la biodiversité la plus grande est à l'endroit d'ailleurs de l'abandon du contrôle par l'humanité, et qu'il n'y a aucune forme de limite à la limite biologique. Enfin, on en sait quelque chose aujourd'hui. Lorsque Donald Trump annonce vouloir construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, on est dans cette histoire de la limite administrative, de tracer la ligne sévère dans un endroit qui n'est que relief à la fois humain, et à la fois il y a des lacs, il y a des montagnes, il y a des déserts, et c'est 5000 kilomètres, et que le mur devient comme ça extrêmement déclaratif en fait de base. Il y a un artiste, je ne vous ai pas mis l'œuvre là, qui a Best Luck with the Wall, qui a réalisé un simple survol de la frontière pour montrer la difficulté dans laquelle s'était balancé Donald Trump entre sa ligne droite mentale, la façon dont lui pensait le monde, et la réalité simplement de la planète Terre, juste des méandres, des fleuves, des montagnes, qui échappent complètement à la mise en équation que serait cette ligne droite.
sans compter sur la volonté démesurée des migrants de passer la frontière, qui donc de toute façon trouvent des façons de passer le mur, et en sachant qu'un très grand pourcentage de l'immigration aux États-Unis se fait par avion. Donc, dans les 2 derniers mois de son mandat, Trump, rêvant toujours de son mur, a tenté d'avancer les travaux à la frontière à marche forcée. Et donc, les entreprises mandatées ont dévasté des cimetières autochtones, des réserves naturelles. Et il est ici passé en force. Et pour passer en force, en fait, il s'est servi 63 fois de la loi sur le terrorisme et sur la sécurité nationale. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à faire passer sa ligne en force, c'est-à-dire en se positionnant depuis une loi qui décrète sans arrêt un état d'exception. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, je le dis assez souvent, j'ai une vraie défiance de l'approche quantitative, et c'est pour ça que de temps en temps, je prends des positions qui sont celles de dire ah oui, mais si on répartit de façon égale les choses, etc., on serait juste. Et c'est aussi pour ça, vous le savez, je vous l'ai dit, que j'ai décidé que cette journée n'était pas publique, parce que personnellement, je trouve très difficile de traverser cette crise et que je ne voulais pas organiser un événement où on allait vous demander votre passe sanitaire pour pas ici dresser une ligne qui est par ailleurs dressée de façon maintenant aujourd'hui systématique et assez alarmante. Et vous le savez, je suis vaccinée. Donc, ce n'était pas une communication anti-vax, c'était vraiment un questionnement sur comment tracer la ligne aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire justement de tracer la ligne droite, donc on étudie beaucoup la question de la ligne droite, notamment le texte de Tim Ingold, Brève histoire des lignes avec les étudiants. La ligne droite est une invention donc, de l'humanité, et notamment elle a un lien avec le capital. C'est la seule ligne qui est facilement mise en équation. Et donc ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui à quel point on cherche à nouveau, parce que c'est quand même compliqué, c'est des états de crise qui sont complexes, mais à penser que par la ligne se passe quelque chose. Et je vous renvoie au texte de Sarah Schulman sur la criminalisation des porteurs du VIH, qui s'appelle « Tout conflit n'est pas une agression ». Un conflit n'est pas une agression, et qui explique, mais c'est une idée qui a été défendue dans le monde également cette semaine, comme quoi, quand on en est à tracer des lignes aussi sévères, ça parle plus de ce qui n'arrive pas à être fait d'un point de vue gestion sanitaire ou gestion de la crise, que réellement, quand on en est à désigner comme ça, ou à couper, ou à tailler comme ça dans une réalité, c'est pour ne pas, en général, pour les gouvernances, pour ne pas avoir à traiter de la complexité de ce que représente cette crise. Et je vous renverrai l'article de l'épidémiologie, j'ai oublié son nom, pardon, dans Le Monde cette semaine. C'est assez intéressant, où il explique que pendant qu'on vote des passes vaccinaux, en fait, on n'augmente pas les lits à l'hôpital. Donc ça, voilà, ce genre de choses. Alors, on a beaucoup parlé d'un texte, un petit peu moins en première, mais j'ai essayé de vous renvoyer à tous. C'est Terraforma, qui est un texte qui a été écrit par 3 femmes architectes, donc, qui propose de penser les choses dans leur continuité, et d'arrêter, par exemple, de penser l'individu comme détaché du sol, mais de le penser dans la continuité du sol et dans la continuité des interactions les uns avec les autres. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le texte de Terraforma, c'est que ça, vous le savez, j'ai écrit sur la continuité. C'est cette proposition qui est faite par le capital, qui est faite par la société contemporaine et occidentale, de penser l'individu comme une unité de mesure en soi. Le smartphone renvoie au fait que vous êtes une unité de mesure en soi. On compte vos pas, vous comptez vos ronflements, vous comptez vos matchs sur Tinder. Je ne sais pas si vous êtes... C'est ringard, Tinder? Non, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai perdu le fil. Bon, bref. Et du coup, vous devenez une unité. Donc, votre enveloppe corporelle est un endroit de la mesure, comme le millimètre, finalement, sur le double décimètre. Et ce qui est intéressant, qui est amorcé dans un texte comme celui de Terraforma, c'est de finir... Et la crise pandémique nous renvoie à notre individualité, positive, négative, donc isolé, pas isolé, etc. Et on voit que ça a du mal à... Bon, bref, je ne sais pas comment gérer une pandémie, mais donc on voit que ça ne marche pas top. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et parce que simplement, il y a quand même cette notion que probablement l'unité individuelle ne fonctionne pas dans le champ du vivant, mais qu'assez bien
peut-être que moi, je suis dans un prolongement de chacun d'entre vous, qui est un bout de l'autre, qui fait que nos unités, si tant est qu'il y ait une unité, si tant est que ce soit fractionnable, on devrait, vous savez, c'est comme les territoires des chats, quand on les analyse, ils ne s'arrêtent pas à votre portail, en fait. Ils continuent. Donc voilà. Et donc probablement, dans cette approche computationnelle, ce qui ne marche pas, c'est cette déclaration de l'unité. La conclusion du livre Objectivité, que je vous recommande de lire, même s'il fait 450 pages, c'est que finalement, l'objectivité n'est qu'un registre de description du monde comme un autre, et que ce qui demeure toujours, que les faits soient avérés ou pas, c'est les connexions et les relations entre les choses. Donc c'est l'approche plutôt topologique. Voilà. Je vais faire encore 5 minutes, je vais couper un peu, donc c'est déjà 10h. 10h10. J'ai commencé à 25, je ne sais plus. Voilà. Bon, je voulais simplement... Il y a tout un passage... bon, j'avais mis beaucoup de choses, tant pis, on reprendra ça en cours, sur justement ce qui échappe un peu à la vue et ce qui échappe au monde des images aujourd'hui. Vous le savez, j'ai un... Bon, le corona échappe à la vue. C'est très difficile de choper des images du biologique. Véronique nous en parlera aujourd'hui parce que voir, c'est tuer. Donc c'est très difficile d'échapper au monde, enfin d'arriver à visualiser le monde biologique. Ce qu'on a, c'est en général des modélisations de 3D. Et puis donc vous le savez, moi j'ai ce souci un peu de savoir ce qui échappe ou échappe pas à la vue. Et puis j'ai toute une partie de mon travail qui est liée à la question de la géodésie, c'est-à-dire la science de la mesure de la planète par les images, c'est-à-dire les images étant le fruit d'une captation optique, elles sont le fruit d'un calcul, et à partir de là, on peut dresser des autres cartographies. Donc une des images un peu de base que je montre assez souvent, c'est cette image des 4 jeunes femmes qui quittent Londres pour partir faire le djihad et qui ont été aperçues 4 fois entre Londres et le passage en Syrie. Et c'est là où on peut commencer à imaginer donc, que les images soient dans une forme de continuité, de continuum spatio-temporel, avec des trous, donc les avions qui disparaissent, ce qui se passe dans certaines chambres d'hôtel comme celle de DSK, mais après il y a tout un ensemble, une cartographie générale qui peut être dressée du monde en fonction de ce qui est dans le champ ou n'est pas dans le champ des caméras. Ce qui m'intéresse là, c'est justement dans ce grand déploiement universel, dans ce changement d'échelle de la relation à l'image. Donc, je vous cite souvent Ulysses Frapton qui parle d'un cinéma universel, c'est-à-dire que chaque image vient de contribuer à une grande opération de l'humanité. Ce qui est intéressant là, c'est de se projeter dans un autre schéma que j'ai découvert en allant au musée d'histoire naturelle à Genève avec mes enfants. C'est celui-ci. J'ignorais complètement, j'en ai parlé l'autre jour en séminaire rapidement, parce que c'est l'image de Noël 21. C'est la biomasse. Alors voilà, la biomasse, donc c'est le poids, attendez, que j'ai l'air d'une scientifique, mais j'en suis pas une, en tonnes de carbone, au prorata de ce que nous représentons ou de ce que représente le vivant sur Terre. Donc vous voyez que la biomasse la plus importante sur Terre, ce sont les plantes. Et nous, on est le petit point en bas, là, rouge. Voilà. Et les virus, les bactéries, c'est le truc bleu. Et c'est là où c'est intéressant, la question du rapport d'échelle et de la mesure. Et par exemple, nous, on est dans ce grand déploiement planétaire maintenant, où on a des caméras partout dans le monde et pas grand-chose semble échapper à notre vue. Sauf peut-être le simple fait que nous sommes que le petit point rouge en bas. Et là où c'est intéressant dans la question de la mesure, c'est que vraiment, on est dans un déploiement tentaculaire d'outils, de mesure, d'observation du monde, d'application de règles ou de restrictions, etc., etc. Tout à la fin en n'ayant pas vraiment conscience de l'échelle qui nous concerne, en termes en tout cas de biomasse du vivant. Et je trouve que ce changement de perspective est assez juste. Et ça me renvoie un peu au travail
j'avais donc en introduction parlé de l'histoire de la perspective. Je vais en parler très mal, vous le savez, je passe mon temps à m'excuser en disant que je suis ni scientifique ni historienne. Parce que je dis ça parce qu'on a une historienne aujourd'hui. Donc je parle des choses de façon... voilà, à travers ce qui m'habite en tant que praticienne, théoricienne ou pédagogue ici. Et donc, c'est cette figure dont on a parlé un peu en séminaire, parce que j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Luc Boissier sur cette annonciation de Lorenzetti de 1344, qui est considérée comme une préfiguration de ce que va être la naissance de la perspective à la Renaissance, par le simple fait de ce dallage qui part comme ça, avec une sorte de point de fuite à l'infini. Donc, c'est l'ange Gabriel qui vient demander à Marie si elle est prête à porter l'enfant Jésus. Et Daniel Arras explique très bien que la perspective vient ici signifier la fin du monde mesuré. La fin du monde mesuré et dans le doré par donc l'incommensurable, l'incommensurabilité du monde, ce qui échappe à la mesure, à savoir le divin. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à mettre en perspective dans notre relation à la mesure, parce que notre fin du monde mesuré, où est-elle? Est-ce qu'elle commence vraiment avec le divin, ou elle commence avec finalement la prise ou l'imprise de conscience qu'on a de notre propre... de notre propre inconscience de l'échelle à laquelle vraiment nous sommes, quoi, par rapport, ne serait-ce qu'en poids biomasse du vivant. Voilà. Ouais. Je voulais te montrer une petite pièce, mais je te la montrerai cet après-midi, Véronique. Je garde un petit bout pour la fin de cet après-midi. Et puis, parce que ça concernait ta prise de parole. Et voilà. Et puis, une des choses... La dernière image sur laquelle je vais finir, c'est cette fameuse bille bleue. La Blue Marble, qui est une image, c'est la première image qui a été faite entière de la Terre, éclairée correctement, parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas un filtre Photoshop, il faut pour avoir chopé. Et d'ailleurs, donc cette première image, elle a été faite le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17. À une distance de la Terre d'environ 45 000 km. Et une image équivalente n'a pas été refaite avant 2015, pour vous dire que c'est vraiment pas évident d'avoir la Terre sous cet angle de vue. Et apparemment, c'est une image qui marque vraiment, vraiment l'histoire, puisque à partir de là, on explique qu'il y a eu une certaine prise de conscience de notre finitude, puisque finalement, il y avait des bords du monde, entre guillemets, et qu'un certain nombre de mouvements écologistes sont nés depuis la prise de conscience de cette finitude et donc depuis l'image de cette Blue Marble, la bille bleue. C'est comme ça que s'appelle cette image. Voilà, j'espère que j'ai coupé un peu parce que je regarde un peu pour la discussion tout à l'heure. Et puis, j'espère que ça faisait pas trop répétition, mais je pense que ça a plutôt ramassé les choses parce que j'ai montré des choses de façon assez, comment dire, pas éparpillée, mais à des moments ponctuels. Mais j'ai essayé de redensifier un peu ce qui faisait l'objet à la fois du séminaire ou du cours Nouvelles pratiques de l'image. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions immédiates, sinon j'enchaîne avec le podcast de Fanny Ternaud et on fera une petite pause après. Le podcast, je pense qu'il dure une dizaine de minutes. Ça va pour vous d'enchaîner avec le podcast? Ça va? Dis-moi. Merci. C'est juste pour un détail, mais j'ai pas saisi le nom du tableau étudié par Daniel Arras. Ah, c'est Lorenzetti. Okay. C'est une annonciation de 1344. Lorenzetti, c'est L-O-R-E-N-Z-E-T-I. Voilà. Qui a exposé à Sienne en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vous oblige pas, mais tout à l'heure, vous aurez des questions. Avec les autres, ça va. Moi, vous me voyez assez, donc je préfère qu'on enchaîne. Mais tout à l'heure, je vais insister. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter ce que nous a préparé Fanny. Alors, il y a des habitués, parce que ceux qui sont au séminaire avec moi ont déjà écouté des podcasts de Fanny. Voilà. J'ai fait un peu plus que 45 minutes. J'ai fait presque une heure.
Et elle a fait un peu plus d'1/4 d'heure. Bon, OK, ça va nous décaler un peu. Ça va pour tout le monde si on enchaîne avec Fanny?